Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'André Douzet pour découvrir le musée de l'étrange qui se situe en Ardèche. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. André Douzet, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez créé un musée en Ardèche, le musée de l'étrange, qui se situe où exactement ? Alors le musée a été installé par moi et mon épouse, Marie-Ange Thibault. Donc c'est elle qui s'est occupée de tout ce qui était gestion, mise en place et intendance du musée. Où exactement dans Serrières, le village de Serrières. Et c'est vers où ça ? C'est vers Joyeuse, non ? Alors Serrières, non, c'est en face de Péage de Roussillon. D'accord. Sur l'autre rive. Alors pourquoi avoir créé ce musée et quel est l'objectif principal du musée de l'étrange ? En fin de compte, j'ai toujours eu avec moi, depuis une cinquantaine d'années, environ 1500 pièces, 1500 éléments qui représentaient le patrimoine d'un de mes ancêtres, qui avait été ce que j'appelle un collectionneur de collections. Il était maître verrier et il avait la fascination pour tout ce qui était insolite, étrange, mystérieux. Et à son époque, les objets, par exemple, le musée est constitué, vu qu'il était maître verrier, il avait une grande attention pour tout ce qui est alchimie, grande œuvre, magistère. Donc j'ai conservé intégralement son laboratoire qui est composé de plusieurs centaines de pièces, de plusieurs systèmes de chauffage et de tous les produits qu'il utilisait. Ensuite, sa fascination pour tout ce qui était insolite et mystérieux le conduisait à être en contact avec des gens dans le pays qui étaient à peu près aussi mystérieux que lui. Je vais parler de ce qu'on appelait des rebouteux, des sorciers, et des gens qui étaient capables d'œuvrer dans ce genre de choses. À partir de là, le fait de s'intéresser à la sorcellerie, aux rebouteux, aux sources, aux sites qui étaient réputés guérisseurs, le poussait à être également en contact avec des religieux qui s'y intéressaient ou qui parfois combattaient ce genre de choses. Lui n'ayant pas de parti ni pour l'un ni pour l'autre, donc a continué, et ce qui fait qu'on a récupéré ainsi une collection d'objets alchimiques, d'objets, on a en fin de compte l'antre complet d'un sorcier qui a été récupéré lorsque cet homme est mort, et ensuite il a récupéré au fur et à mesure que les presbytères ou les cures se vidaient. On a par exemple une collection de reliquaires, une collection de stançoirs, une collection d'objets religieux, des choses très insolites pour aller porter le Saint-Sacrement aux gens dans des conditions parfois épouvantables, l'hiver notamment, et ensuite tout ce qui est animal mystérieux. C'est ainsi qu'on a une vitrine sur le... Vous avez une vitrine sur Sainte-Croix en Jarret, je crois, c'est oui, ça ? Alors évidemment, il s'est beaucoup intéressé également à tout ce qui était le massif du Pilat. Donc on a une vitrine sur Sainte-Croix-en-Jarret, puisque c'est lui au départ qui m'a, si je puis dire, initié à Sainte-Croix-en-Jarret, à une époque où ça n'intéressait personne. Donc ça nous a permis effectivement de visiter un niveau de sous-sol de cave qui est à 2 niveaux en dessous de ce qui est connu actuellement. Et c'est vrai, je reconnais qu'on n'est plus que 2 à connaître et l'existence de ces caves, de cette partie souterraine de la Chartreuse, et surtout l'accès qui permet d'y entrer. Alors, les pièces que vous regroupez dans ce musée représentent quel genre de thématique ? Est-ce que ça a rapport avec l'ufologie, avec le paranormal, ça représente combien de thématiques à peu près ? Alors, on a donc tout ce qui est alchimique, ça fait 1. Ce qui est rebouteux et sorcellerie entre du sorcier, ça fait 2, avec tout le matériel qui va avec. On a tout ce qui est superstition religieuse, les animaux insolites. Alors effectivement, on a des choses très intéressantes comme une corne de licorne et non pas une dent de narval comme les gens le pensent lorsqu'on leur
toujours dit ça, des diables des mers, des animaux qui ont cessé d'exister, ainsi que des fossiles très étranges. Ensuite, sur la partie qu'on pourrait appeler sur les minéraux, également, on a une collection, on a plusieurs centaines de minéraux que mon grand-père avait accumulés au fil de sa carrière parce qu'il était fasciné par ça, et des minéraux qui sont très très peu usités, comme une collection par exemple de météorites ou de radium ou de choses comme ça à l'état natif. Ensuite, un grand intérêt pour tout ce qui est mégalithique dans le Puy-là, puisqu'on est les seuls à avoir récupéré des pierres des fées et à disposer de l'enregistrement fait par des scientifiques suisses sur le fameux chant de la pierre qui chante, et on est les seuls à avoir cet enregistrement alors qu'il est. Ensuite, évidemment, nous avons tout ce qui est archéologique et qui a été découvert à Sainte-Croix, notamment le cube reliquaire, des choses comme celle-ci, puisque Sainte-Croix avait une tradition, avait un système qui était relié au sang humain par 6 ou 7 points qu'on va retrouver à l'intérieur de la Chartreuse. Ensuite, on a une salle qui est consacrée à l'archéologie. Cette salle consacrée à l'archéologie représente elle aussi plusieurs centaines de pièces archéologiques qui ont été accumulées pendant notre recherche sur les travaux de Rennes-le-Château. Et là, on est les seuls à avoir une collection de découvertes archéologiques sur Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache, le Bézu et puis évidemment Périlos. Et on a également une partie égyptologie, puisqu'on a récupéré un curé, l'abbé Glory notamment, avait récupéré du côté de Tarascon d'Ariège, vers Vic de Sceaux, il était spéléologue, et avait découvert, mis à jour, un réseau qui l'a conduit dans une tombe égyptienne dans les Pyrénées, et on a ramené des photographies que nous avons récupérées, ainsi que des pièces archéologiques qui ont été trouvées dans ce tombeau dans les Pyrénées, avec plusieurs explications pour l'existence de trouver un tombeau dans les Pyrénées. Ensuite, évidemment, ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on n'est pas loin d'un village qui s'appelle Russe depuis des siècles et des siècles. Donc c'est comme s'il y avait eu une tradition, et c'est cette tradition qu'on a remontée également près de grottes dans lesquelles se sont réfugiés les Cathares, et notamment des grottes où on a des représentations, des gravures qui représentent un Graal. On a un jardin de la sorcière avec des plantes très insolites, puisque le mois prochain nous allons avoir 2 mandragores et un cabinet de divination qui a ma grand-tante, donc la sœur de mon grand-père, pratiquait la divination à très haut niveau, puisque monsieur le maire de Lyon en son temps ne manquait pas de la consulter pour chaque opération, qu'elle soit politique ou personnelle, et à chaque fois il lui a répondu. Nous avons la collection de lettres de monsieur le maire qui lui explique qu'effectivement tout ce qu'elle lui a prédit s'est réalisé point par point sur une 50aine de fois. Voilà à peu près l'ensemble de ce qui se trouve dans le musée, avec également une importante étude de mon épouse sur les divinités matricielles, maternelles et féminines, depuis le néolithique jusqu'au culte de Marie-Madeleine. André Douzet, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de la Clé du Mystère, toujours en compagnie d'André Douzet. Nous parlons du musée de l'étrange en Ardèche. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de pièces venues de l'extérieur de cette collection, justement pour faire grossir un peu le musée? Bien sûr, évidemment. Ouais. J'ai oublié également que nous avons un département qui est en train de s'agrandir sur la franc-maçonnerie avant la Révolution. Mais effectivement, nous avons, depuis que le musée a été ouvert, des visiteurs qui me disent « Mais dans le grenier, mon grand-père avait ça, je ne sais pas qu'en faire. » Et on commence à nous amener des objets, des animaux naturalisés, effectivement, jusqu'à des armes très anciennes, puisque ce sont des armes médiévales qui ont été retrouvées lorsqu'on refaisait les cheminées, les murs, et comme les gens ne savent pas quoi en faire, effectivement, on nous les apporte et le musée s'agrandit. Malheureusement, les murs n'étant pas élastiques, nous allons vite être coincés. Alors, c'est pas facile quand on a un musée comme ça à s'occuper, mais est-ce que de temps en temps, comme ça, vous avez peut-être l'idée de partir en recherche pour trouver des pièces rares? Mais on continue, évidemment. Oui.
Évidemment, le musée est ouvert 6 jours par semaine. C'est essentiellement le week-end qu'il y a des visiteurs. Évidemment, l'hiver, la saison ne se prête pas à des recherches sur le terrain, mais elle se prête parfaitement à des recherches en archives. Et dès que les conditions météorologiques deviennent favorables, effectivement, nous poursuivons notre recherche, tant sur le Razès avec l'affaire de Rennes-le-Château, je voulais dire Rennes-les-Bains, le Bézu, Bugarache, Périlos, que d'autres endroits de France, comme la pyramide de Falicon ou des lieux comme ça où il y a eu une occupation templière importante. Et effectivement, nous continuons notre prospection et nous organisons l'été, à la demande évidemment, des clubs, des groupes, des associations qui nous demandent d'emmener faire des visites, jusqu'à des visites dans des grottes dans le secteur du Razès. Alors je suppose que vous organisez des ateliers, peut-être des conférences aussi? Alors effectivement, nous sommes disponibles pour faire des causeries. Le mot conférence serait bien prétentieux de ma part, je ne suis pas conférencier, mais je parle. Et effectivement, nous sommes à disposition de groupes de personnes qui nous demandent de leur présenter des conférences sur les sujets qui sont les nôtres et qu'on va retrouver dans le musée, et jusqu'à des surprises formidables où des gens ont appris que nous avions fait des recherches et que nous disposions de pièces, et on arrive maintenant à des personnes qui nous demandent une conférence privée, c'est-à-dire une conférence pour 2, 3, 4 personnes maximum. Donc là, on est dans un cadre extrêmement intime et on peut développer beaucoup plus qu'on ne le ferait dans une salle qui est pleine où on ne sait pas toujours quel est l'auditoire que nous avons en face de nous. Alors dans les causeries, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont développés plus que d'autres? Non, ils sont tous développés à peu près également. Évidemment, nous avons l'ordre du Temple. Oui. Nous avons tout ce qui est mégalithique, ce qui est médiéval, sur le Graal, sur le catharisme, sur l'alchimie, sur tout ce qui est les animaux fantastiques, les minéraux, le règne minéral, et puis après tout ce qu'on peut nous demander, on le développe pratiquement à la demande. On a une quinzaine de thèmes et de montages vidéo et audio qui sont proposés pendant la causerie. Alors comment réagissent les gens en général? Eh bien, nous avons été très étonnés. J'ai d'ailleurs été moi le premier étonné. Jamais je n'aurais pensé que le musée fonctionne comme ça. Mon épouse a l'intuition féminine et c'est elle qui m'a dit mais de toute façon ça ne coûte rien d'essayer, on verra bien. Et elle avait grandement raison puisque les gens réagissent mais d'une façon formidable. Sur près d'1 millier de visiteurs, nous en avons eu 1 ou 2 qui nous ont dit c'est un petit peu le fouillis chez vous et c'est tout. Tous les autres, d'ailleurs on a des personnes encore ce week-end qui reviennent pour la 2e, 3e ou 4e fois en amenant avec eux des amis. On a eu le privilège de passer sur FR3 et la visite de la BBC qui s'est quand même déplacée pour voir un musée comme celui-ci parce que nous ne sommes que 3 en France à disposer de ce thème. D'accord. Vous avez un site internet, on peut vous retrouver sur internet? Bien sûr. Alors nous avons un site qui s'appelle Musée de l'Étrange, Serrières. Et puis évidemment les sites qui nous sont habituels, là je n'ai pas les coordonnées devant les yeux, mais on les trouve sur le net à partir de notre site Société Périlos. Oui, oui. Et puis on peut vous retrouver sur Facebook aussi, vous avez une page? Absolument, oui. Évidemment, la page d'André Douzet, d'abord. Et ensuite, nous en avons une autre qui est réservée à Rennes-le-Château, anecdotes et souvenirs de Rennes-le-Château. Et donc, à partir de là, on aiguille les gens sur les différents sites, le site Société Périlos. Ensuite, nous avons un autre site sur le net qui s'appelle France Nervie Secrète. La Nervie est un ancien pays qui va devenir la Belgique. Et un autre, Pilate Insolite, où on a rassemblé tout ce que nous avons sur le Pilat. Et évidemment, un site qui est consacré à nos activités et au musée lui-même, avec les horaires, des photographies des vitrines, des thèmes qui sont présentés. On a même des enfants, nos plus jeunes visiteurs arrivent à avoir 7 ou 8 ans. Évidemment, je ne déconseille pas de ne pas amener d'enfants. Mais disons que la visite pouvant arriver jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie dans la visite guidée, c'est un peu long pour de jeunes visiteurs, mais je m'aperçois qu'ils accrochent pratiquement autant que leurs parents, puisque nous leur montrons à la fin de la visite une griffe de vélociraptor, et évidemment ça les aiguille sur les Jurassic Park et autres. Quant à la mandragore, évidemment, c'est un clin d'œil intéressant que les jeunes visiteurs ne manquent pas de remarquer avec l'école des sorciers, Harry Potter. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent à tous ces sujets, justement? Eh bien,
les personnes qui peuvent s'intéresser à ces thèmes peuvent nous contacter, peuvent nous poser des questions, et je leur dis, n'hésitez pas, nous ne sommes pas au-dessus de la moyenne, nous ne sommes pas inaccessibles, bien loin de là, nous sommes accessibles et nous sommes à leur disposition pour en discuter, éventuellement aller plus loin, voir s'ils ont des objets dont ils ne souhaitent pas se dépareiller, se défausser, mais dont ils veulent connaître l'usage. Souvent, nos ancêtres avaient ce qu'on appelait des porte-bonheur, des antifoudres, etc., etc. Et là, nous sommes extrêmement bien documentés et nous pouvons les conseiller et leur faire des propositions pour aller voir d'autres sites, par exemple les Vierges Noires notamment. Est-ce que vous pourriez accueillir des expositions temporaires ? Malheureusement, non. Alors, on peut, si elle n'est pas très encombrante, on peut, hein, il y a pas de problème. On vide une salle en bas qui fait pratiquement 30 mètres carrés. Il y a là 4 vitrines, et puis on peut ajouter des panneaux, des choses comme ça. Nous changeons les thèmes régulièrement. Par exemple, nous avons eu pour Halloween, le syndicat d'initiative nous avait demandé d'éviter le bonbon sucé des sorcières pour Halloween. C'est très intéressant, les sorcières. Mais bon, il y a d'autres choses, et nous avons développé une exposition sur la lycanthropie et la bête du Gévaudan, avec un collectionneur qui nous a prêté, pour la circonstance, un modèle de fusil de lieutenant de louveterie, tel que ceux qui étaient utilisés pour la chasse à la bête au Gévaudan. Donc effectivement, nous pouvons développer des thèmes, et nous allons avoir un thème très important vers mars-avril sur la Bessonnière et Rennes-le-Château, avec des pièces qu'on va nous apporter, qui vont être offertes à la curiosité du public. D'accord. Vous auriez un message particulier à adresser ? Oui, venez nombreux. Oui, tant qu'à faire. Et puis, posez-nous des questions, et puis venez voir ce qu'est le musée de l'étrange, en sachant, oui, effectivement, qu'il faut bien compter de 2h à 2h30 pour la visite. André Douzet, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et bon courage pour le musée, bon courage pour la suite en tout cas. Mais c'est moi qui vous remercie de votre attention et de nous donner l'opportunité de passer sur les ondes. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Fréquence Évasion.